Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le chapitre 1137 de One Piece. C'est quoi ce chapitre de fou? Vraiment, le chapitre est excellent, il est incroyable, j'ai surkiffé de fou. On va en parler, donc n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo déjà si elle te plaît, à t'abonner si tu aimes One Piece. On parle ici de tous les chapitres, voilà, dès qu'il y a un chapitre tu es au courant de ce qui se passe, parce que voilà, One Piece, on l'oublie pas, c'est la vie. Bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, tes petites théories, tout ça. On va attaquer. Alors déjà, on rentre au château d'Owist à Elbaf avec du coup Luffy qui est accompagné de Rod, de Nami et également de Zoro. Ils vont rentrer dans le château. Alors chacun a son objectif défini. Luffy, lui, veut récupérer la clé pour Loki. Zoro, il est là pour savoir si Loki est digne de confiance ou pas. Et Nami, forcément, l'argent. Voilà. Et Rod, il obéit à Nami. Bref, passons là-dessus. Mais en tout cas, ils arrivent au château. Il faut savoir que le roi Harald, effectivement, il est déjà mort il y a 14 ans. Ça commence à faire quelques années. Et en fait, personne n'ose s'approcher du château. On va voir qu'il y a quand même pas mal de conséquences de cette bataille à l'intérieur du château. Mais on voit également que la porte est défoncée. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc, en fait, ils sont en mode... Ça, c'est les intrus qui ont fait ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça vient de l'intérieur. Nous, on sait qu'ils ont été téléportés. Ils se sont téléportés directement à l'intérieur. Donc, oui, ils sont rentrés à l'intérieur. Ils ont déglingué les géants qui étaient là en tant que gardes. Et après, ils ont défoncé la porte pour sortir. Donc, effectivement, c'est des intrus qui se sont TP directement à l'intérieur. Bon, bref, outre ça, on a Luffy qui est tout content pendant tout le chapitre. Hein. Lui, il a la découverte, ça y est, on a Elbaf, château, des géants, des squelettes de géants. Il y a plein de choses parce que il reste plein de traces de cette bataille entre Loki et le roi Harald. Parce que, voilà, il y a quand même, mine de rien, c'est une bataille entre deux géants qui sont extrêmement puissants, qui étaient extrêmement puissants, puisque, enfin, Loki l'est toujours, mais le roi Harald n'est plus de ce monde. Et... en fait, Rod, lui, n'a jamais eu la chance d'arriver jusqu'ici, donc il ne sait pas forcément où est la clé, donc va falloir la trouver, hein, voilà, plus personne en fait n'ose venir tout simplement, et on voit que c'est quand même tout bien défoncé un petit peu partout, que les murs s'effritent, qu'il y a des trous partout et tout. En fait, c'est juste les conséquences du combat qui a eu lieu entre Loki et le roi Harald, et même en plus de ça, on voit des squelettes de géants un petit peu partout. Donc en fait, c'est parce que c'est Loki qui les a tués. Loki a tué une centaine de géants lorsqu'il a défié et tué le roi Harald. Et en fait, il n'y a que deux survivants, c'était le seigneur Jarl et donc du coup Loki, les deux seuls survivants de cette grande bataille qui a eu lieu. Mais dites-vous que, imagine, Loki a quand même tué des centaines de géants, c'est juste énorme, c'est une dinguerie. C'est juste fou, je trouve. Voilà, on parle quand même de géants qui sont censés... un géant est censé être extrêmement puissant. On parle quand même des guerriers d'Elbaf. Là, c'est une dinguerie de se dire que Loki en a tué autant. Si c'est bien Loki qui les a tués ou pas, on verra bien. Bon, dans tous les cas, très intéressant, ça permet d'apporter un petit peu de lore sur la fameuse bataille qui a eu lieu. Et forcément, les portes du château, elles ont été condamnées. Et même toute l'entrée en fait du château a été interdite, tout ce qui restait des fantômes. Et Luffy fait remarquer une chose intéressante, c'est que certains géants ont en fait des cornes sur la tête. Et que... en fait, c'est un guerrier qui possède en lui le sang des anciens géants. C'est-à-dire que les géants en fait, qui possèdent le sang des anciens géants avaient à l'époque des cornes. Mais voilà, c'était... enfin, les sangs purs n'existent plus hein, maintenant. Puisque, voilà, il y a des gens qui portent encore ce sang-là aujourd'hui. Mais ce n'est plus le sang pur de l'époque, c'est plus totalement l'ancien, le sang des anciens géants. Mais à l'époque, les géants, pour encore plus faire ressortir leur côté guerrier, ils avaient carrément des cornes, tu vois. Donc là, ils faisaient encore plus peur et tout que les géants actuels, même si les géants actuels ne sont plus des sangs purs et donc du coup, dans ces cas-là, non plus forcément de cornes. Il faut savoir que le roi Harald était énorme, très puissant. On a en fait un portrait de lui justement à l'intérieur du château. Très intéressant parce que finalement, ça permet de voir à quoi ressemble du coup le fameux roi Harald, quand même extrêmement puissant, qui était respecté et qui du coup a montré sa puissance face à Loki, même si ça n'a pas suffi. Faut savoir qu'il a une grande moustache noire, une petite barbe noire et tout, et il a deux cicatrices sur la tête qui symbolisent justement le fait que, comme il voulait du coup un monde de paix et connecter du coup Elbaf au reste du monde, c'était fini pour lui la guerre, et donc pour renier entre guillemets ce sang des anciens géants, il a retiré ses propres cornes, ce qui est quand même assez, je pense, douloureux. Zoro fait remarquer quand même un petit peu la détermination du truc. Déjà, je trouve ça très cool. Je trouve ça très sympa l'idée. Donc oui, le roi Harald à l'époque avait des cornes. C'est très intéressant. Et en plus d'être très intéressant,
c'est effectivement, en fait, ces cornes-là symbolisaient l'ère des guerres de l'époque, puisque les guerriers de l'époque avaient ces cornes-là quand ils faisaient la guerre. Sauf que à partir du roi Harald, qui a été considéré comme le meilleur roi d'Elbaf, donc il y en a eu d'autres avant lui, mais on ne les connaît pas forcément, ben en fait, je trouve ça très cool, puisque voilà, c'est vraiment quelque chose qui a évolué avec le temps. Voilà, c'est fini le temps des guerres, maintenant on est en temps de paix, voilà, les temps ont évolué, et en fait, le roi Harald a voulu symboliser ça en justement s'arrachant les cornes qui étaient liées à l'ère des guerres. Donc ça, c'était top du top, je trouve très très bonne info. Et en fait, la mort du roi, forcément, elle laissait beaucoup d'habitants un petit peu dans le désespoir, enfin sans espoir quoi. Et la personne qui déteste le plus Loki, qui cherche à son corps à se venger, c'est Ashrodin. Alors là, on a des infos sur Ashrodin, l'autre fils du roi Harald. Faut savoir que c'est pas réellement le frère de Loki, en réalité c'est le demi-frère de Loki. Puisque, en fait, Ashrodin a été le premier fils qu'a eu, comment il s'appelle, qu'a eu le roi Harald. C'est-à-dire qu'en fait, le roi Harald avait une femme, il a eu un enfant avec elle, c'est Ashrodin. Puis plus tard, il a eu une autre femme, celle qui était du coup, qui était la mère de Loki. Mais en fait, la mère de Ashrodin ne pouvait pas devenir la reine d'Elbaf, puisqu'il y a encore de la discrimination. Alors, moins maintenant, mais à l'époque il y avait beaucoup de discrimination de ce côté-là, c'est-à-dire qu'elle était considérée comme impure en fait. Voilà, elle pouvait pas devenir la reine d'Elbaf, tout simplement parce qu'elle venait d'un autre royaume de géants. Alors là, encore une fois, on approfondit un petit peu l'univers de One Piece, puisqu'on apprend quoi? On apprend que il n'y a pas des géants qu'à Elbaf. Il n'y a pas des géants qu'à Elbaf. C'est-à-dire qu'il y a d'autres endroits dans le monde qu'on ne connaît pas, où il y a des géants. Pourtant, tout le monde connaît Elbaf. On parle de Elbaf depuis les débuts, mais là, ce qu'on est en train de sous-entendre, c'est que il y a une autre nation de géants, un autre royaume de géants. Alors, est-ce qu'il existe toujours? A priori, oui. Hein. Donc, il y a un autre royaume de géants, justement, qui est quelque part dans le monde. Et pourtant, on n'entend que parler d'Elbaf. Donc, pourquoi est-ce qu'il est totalement coupé du monde? Pourquoi est-ce que personne ne connaît l'existence de ce royaume de géants? Puisqu'on parle toujours que de Elbaf, à moins que l'autre île ait le même nom et s'appelle aussi Elbaf. Mais je trouve ça assez surprenant finalement. Pour moi, je pensais honnêtement qu'il n'y avait qu'une seule nation de géants, qu'un seul pays de géants, qu'un seul royaume de géants. Pour moi, c'était Elbaf. Enfin, dans ma tête, tu vois, c'était assez logique. C'est ce qu'avait expliqué un petit peu Oda. Je pense que vous aussi, dites-moi en commentaire, mais dans votre tête, pour vous, je pense qu'il n'y avait que Elbaf. Voilà, il y avait le royaume des géants, Elbaf. Mais savoir qu'il y a d'autres royaumes avec d'autres géants ailleurs, je trouve ça assez cool comme info. Ça a agrandi un petit peu l'univers de One Piece. Mais pourquoi est-ce que c'est si inconnu au bataillon? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a jamais parlé de ça en fait? Bon, en tout cas, dans tous les cas, il y avait pas mal de discrimination. Voilà, ça s'ouvrait le sang pur d'Elbaf si jamais du coup, il y avait du coup, bah s'il y avait la mère qui s'était pointée, qui était devenue reine, etc. Parce qu'encore une fois, voilà, ils viennent d'un autre royaume. Donc il y a ce côté discrimination qui est intéressant, qui est mis en avant ici dans One Piece. Et bon, ça, je pense que les temps ont évolué, ça est moins le cas aujourd'hui, surtout que des sangs purs, il n'y en a plus tant que ça. Même Ashrodin est considéré comme ayant un sang impur, et en fait, du coup, c'est ce que demande Zoro. Pourquoi est-ce que Rod accompagne Ashrodin alors que il est considéré comme ayant du sang sale, entre guillemets, étant donné que sa mère ne vient pas de ce royaume-là. Donc c'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi aider Ashrodin? En fait, c'est simple, c'est juste que Rod se faisait un peu harceler parce que c'était un otaku à l'époque, et Ashrodin, lui, au contraire, il lui a demandé de devenir ami. Il a dit, ouais, trop bien, tu dessines des cartes et tout, c'est trop bien fait, vas-y, apprends-moi, on devient pote et tout. Et voilà, ça s'est fait naturellement. En fait, comme justement Ashrodin est quelqu'un de très sympa, très gentil, très honnête, très sincère dans ce qu'il fait, en fait, ça a conquis Rod et ils sont devenus amis. Donc du coup il a rejoint son équipage. Alors ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est qu'en fait on a un petit peu le parallèle entre Ashrodin et Luffy. Vraiment le parallèle, je le trouve vraiment très très bien, puisque Luffy veut devenir roi des pirates et on a quelques petits idiots, tu vois, comme Zoro, Nami et tout, qui ont décidé de lui faire confiance et de l'accompagner dans ce rêve d'unir un petit peu le monde, de devenir le roi des pirates. Et là, ici, Ashrodin a dit, un jour, je réunirai toutes les tribus des géants de ce monde-là. Oui, son but, c'est de devenir le roi de tous les géants. Le parallèle est fou, hein, parce que forcément, on a Zoro et Nami qui compatissent en fait, en mode, ah, je comprends à quel point il peut être ennuyeux, parce que littéralement, Ashrodin, ici, le parallèle est fait avec Luffy. Luffy devenir roi des pirates, et là, Ashrodin qui veut devenir le roi des géants. C'est juste trop bien le parallèle et tout, et ça fait encore plus plaisir parce que finalement on approfondit pas mal, je trouve, le personnage de Ashrodin ici.
Ça, je trouve ça trop cool. On l'approfondit au maximum et ça va rendre le personnage encore plus intéressant maintenant qu'on connaît son son objectif et tout, et qui fait partie de la flotte de Luffy. Donc voilà, il a un peu le même objectif que Luffy, mais pas roi des pirates, mais roi des géants. Et donc ça, franchement, j'adore l'idée, j'adore le parallèle, j'aime beaucoup ce que propose Oda là-dessus. Bon, en tout cas, Luffy il est en mode vas-y, venez voir, il y a des géants ici. Alors est-ce qu'il parle de géants vivants ou de géants morts, ou est-ce qu'il parle des gardes ou je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais on va parler de la plus grosse dinguerie du chapitre, parce que ça, oui, c'était intéressant. Oui, on est d'accord, c'était très intéressant. Mais ce qui se passe là, c'est encore un stade au-dessus. Là, on a Loki qui va se faire défoncer par Gunko, des chevaliers divins. Alors, elle a agrandi elle s'est agrandie, ou elle a agrandi ses jambes tout simplement à travers ses bottes et à travers les bandages et les flèches du coup sur ses bottes. Et elle va attaquer. Elle a encore attaqué Loki, qui va prendre giga cher. Le pauvre peut même pas se défendre, il a des chaînes en granit marin et tout. Il peut rien faire, le gars, il peut rien faire du tout. Il est paralysé. Et ils vont le déglinguer, ils vont encore lui demander est-ce qu'il veut devenir chevalier divin. Ils sont en mode attends, t'as la possibilité de devenir un dieu, un dragon céleste. Genre tout le monde, tout le monde, non, peu importe à quel point t'en as envie, normalement c'est impossible, tu vois, de le devenir, tu vois. Genre, il y a plein de gens qui rêveraient. Enfin, plein de gens, non, mais il y a des gens, on leur propose, tu vois, c'est un rêve impossible de devenir Dieu, entre guillemets, dragon céleste. Hein. Bon, perso, moi, tu me proposes, je te dis non aussi. Hein, mais en tout cas, voilà, il est en mode là, on t'offre la chance de devenir. Mais non, il va refuser. Du coup, il va se faire déglinguer, il va se prendre des giga flèches et tout. Il va se faire exploser, il va prendre trop cher, même les bêtes autour, elles vont prendre trop cher et tout. Là, il est presque aux portes de la mort. Le problème, c'est qu'il peut pas se défendre. Ça, c'est excellent. Et il se fait déglinguer. Alors, ils font genre style il est mort, mais il est sûrement pas mort, il est juste tombé dans les pommes. Et là, attention, on y est, let's go. On a pas Shanks, puisqu'on a son nom. On va plus l'appeler Shanks numéro 2, clone de Shanks, frère de Shanks. On va l'appeler chef de l'ordre des chevaliers divins, Shamrock Figarland, fils de Saint Garling. Let's go. Bon, en vrai, je crois qu'on en avait déjà parlé en vidéo du fait que ça pouvait potentiellement être son fils. Hein, je veux dire, physiquement, il ressemble de fou. On a déjà vu Figarland plus jeune et tout, donc c'était en soi une surprise sans être une surprise. Mais je kiffe comment c'est fait. Il est stylé de fou. Il a un flow de fou. La dégaine, son épée, tout. Il a un flow de zinzin. Je kiffe. Vraiment, en fait, c'est Shanks avec des cheveux longs, avec toujours sa petite barbe, voilà, mais pas de cicatrice, logique, hein, j'ai envie de dire. Mais il ressemble énormément à Shanks, donc la théorie peut se maintenir du fait que potentiellement c'est du coup le frère de Shanks, hein, et que du coup Shanks est bien aussi le fils de Saint Figarland Garling, ou bien peut-être que Figarland ou même n'importe qui du Gorosei a fait des expériences pour créer des clones, et donc du coup il a créé 2 clones de lui-même quand il était plus jeune, et donc du coup Shanks et Shamrock sont en réalité des clones plus jeunes de lui, mais ça, non, je crois que je pars trop loin, mais c'est juste qu'en même temps Oda a tellement introduit le délire des clones avec Vegapunk à tout moment ça peut être un truc du genre. Mais voilà, j'aime beaucoup. On a aussi Gunko qui du coup ordre des chevaliers divins aussi. Bon, on le savait déjà, ça c'est pas une surprise. Fruit de la flèche du coup, le Halo Nomi. Et surtout on a des infos, des révélations, des trucs très cool sur l'objectif de Shamrock. Shamrock, est-ce que Rock a un lien avec Rock Zebek? Non, je crois que je pars trop loin. Non, on verra plus tard pour les théories. Mais là, l'objectif, c'est tout simplement, voilà, les puissants guerriers d'Elbaf ont autrefois dominé le Nouveau Monde, et lui, ce qu'il veut faire, c'est les mettre sous les ordres du gouvernement mondial. Il veut mettre à genoux Elbaf. C'est excellent, c'est une dinguerie. Mais je sais pas si vous imaginez à quel point ce qui est en train de se passer là est juste fou. C'est juste fou. C'est une masterclass. C'est une masterclass, c'est incroyable ce qui se passe. Dites-vous, là, il veut en plus, il a l'air bien énervé, il a la petite veine sur le front et tout. Dites-vous, là, il veut mettre à genoux Elbaf et s'en emparer. Sauf qu'il y a Luffy, bon, il y a Loki aussi, mais peut-être une alliance. Oh, il y a une alliance Loki-Luffy contre Yo avec Zoro et tout. Oh, j'y pense fort, ça peut être fou. Bon, Loki dans son état, je sais pas si, voilà, mais
ça serait ouf, ça serait complètement fou. Voilà, et puis là, la rencontre et tout. Bon, après, si c'est le chef des Chevaliers Divins, on l'imagine très puissant, potentiellement pas loin d'un niveau Yonko. En tout cas, il peut très bien faire galérer Luffy, voire même être assez fort pour rivaliser avec Luffy, voire même peut-être être un poil plus fort. Et dans ces cas-là, va y avoir un truc où, je sais pas, ou alors il va partir. Je vois pas, en fait, le combat arriver à son terme, c'est-à-dire, je vois pas Luffy vs ce gars-là, vs Shamrock, aboutir sur une finalité de combat où l'un des deux a été vaincu. J'y crois moyen, tu vois. Mais peut-être que quand Luffy va le voir, il va se dire, tiens, c'est bizarre, le gars il ressemble un petit peu à Shanks. Et donc, potentiellement que là, on va avoir Shamrock qui donnera des révélations à Luffy sur Shanks, sur ses origines, ou alors qui nous balancera qu'il est le frère de Shanks. Et donc, du coup, ça va peut-être arriver d'ici peu. Voilà. Parce que dès qu'ils ont récupéré la clé, ils vont revenir ici chercher Loki. Bon, moi, j'ai envie de dire, j'ai hâte de fou. Là, on n'est pas prêt pour la suite de l'arc. Voilà. Cet arc-là commençait tranquille. Et mon Dieu, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie, une boucherie le truc. Non, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Bon, en tout cas, on l'oublie pas. One Piece, c'est la vie.